Et on va se replonger dans ces 5 jours et ces 5 nuits. C'est ce que vous nous racontez avec cette enquête et cette traque des terroristes. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé, on vient d'en voir un extrait pour TF1 et LCI, un documentaire sur ces attentats du 13 novembre, précisément sur le Bataclan et l'intervention de la BRI au Bataclan. Pour qu'on se remette peut-être tous dans la tête l'horreur de ce moment-là, on est sur une attaque inédite ce 13 novembre, 8 attentats, 33 minutes. Oui, c'est ce qu'avec Camilla Campuzano, on essaye d'expliquer dans le documentaire. Vous l'avez dit, on l'avait vu ailleurs dans le monde. En 2008, en Inde, à Bombay, il y avait eu des attaques terroristes simultanées, multisites comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes frappé à différents points, soit au même moment, soit à peu de temps d'intervalle. Ça désorganise profondément les services de secours et les services contre-terroristes qui sont chargés de neutraliser les terroristes. Dans le cas de la France, le 13 novembre 2015, c'était la première fois. Première fois qu'on utilise des gilets explosifs sur le territoire national. Première attaque multisite, 3 kamikazes au Stade de France, 6 terroristes sur les terrasses et puis 3 qui vont au Bataclan. Effectivement, c'était la première fois qu'on avait ça. Et en termes de désorganisation des secours, vous avez le même effet quand vous êtes un café comme la Belle Équipe qui est à plusieurs angles de rue, des gens qui sont blessés par balle ne restent pas sur place, ils vont partir. Et donc vous allez avoir un appel dans une porte cochère par un passant 500 mètres plus loin qui vous dit mais j'ai un blessé par balle à tel endroit. Vous avez des gens qui vont aller s'effondrer 100 mètres plus loin, ça va déclencher d'autres appels. Et donc vous êtes vite saturé. Et en tant que centre de secours ou centre de commandement, c'est double saturation, vous ne savez pas où aller. C'est beaucoup des questions qui vont se poser. D'abord, Philippe Chadris, vous le racontez, ce 13 novembre, il y a un petit pot à la sous-direction antiterroriste pour l'un de vos collègues. Vous allez repartir vers 21h, monter dans votre voiture, rentrer chez vous. Un instant un peu de famille dont vous aviez bien besoin après une semaine chargée. Et puis votre téléphone va te mettre à chauffer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est un foisonnement d'appels qui arrivent, de SMS qui tombent, et donc il est d'ailleurs impossible de prendre tous les appels, mais on comprend très vite. À ce moment-là, je comprends très vite qu'il se passe quelque chose de grave, puisqu'on nous parle des terrasses, de gilets explosifs, de dizaines de morts, de prises d'otages en cours. Donc effectivement, très vite, c'est le retour service, comme on dit. Lorsque j'arrive dans les locaux de Levallois, où se trouve la SDAT et la DGSI, eh bien, on a déjà beaucoup de mes troupes qui sont déjà revenus naturellement, parce que c'est la règle en la matière. D'autant que c'est frappant, là vous le dites vite, mais vous racontez, vous faites demi-tour sur la route, vous allez vous garer, sous-sol -4, vous montez les 2 étages pour aller à votre bureau, et là, spontanément, quasiment tout le monde est revenu. Bien sûr, parce que on ne peut comprendre les attentats du 13 novembre que si on les remet dans un contexte. À ce moment-là, la menace est à un niveau extrêmement élevé. On sait que l'État islamique, 29 juin 2014, le califat, l'État islamique surfe sur des victoires militaires, et on a cet envoi massif de combattants. Donc ils vont être 1500 à partir de France pour rejoindre la zone syro-irakienne, et avec l'essentiel entre 2013 et 2016. Donc on a ces combattants qui partent sur zone, et on sait que l'État islamique a mis en place une structure au sein de l'Amniat, une structure qui sera en charge de perpétrer un attentat sur le sol européen, et notamment en France. Donc vous y préparez, vous savez que ça peut arriver. Au moment où vous allez arriver dans le bureau, vous le racontez, il y a une forme de chaos, non pas de désorganisation, mais de chaos informationnel, comme le disait à l'instant Guillaume. C'est-à-dire que toutes les infos arrivent, toutes les infos remontent, et puis la situation, elle n'est pas figée, elle n'est pas terminée, parce qu'il y a une prise d'otage au Bataclan. C'est ce que vous racontez, Guillaume, très bien dans ce documentaire. Il y a un document dans ce documentaire inédit, c'est l'enregistrement sonore du Bataclan. Je voudrais qu'on en écoute un petit extrait de cet enregistrement, évidemment extrêmement difficile. Le Bataclan, salle de spectacle située dans le 11e arrondissement de Paris, capacité 1500 personnes. Ce soir-là, sur scène, Eagles of Death Metal. Tout autour et dans les coulisses, des micros sont installés. Un enregistrement audio glaçant, inédit.
Au bout d'une demi-heure, il y a eu des tirs de mitraillettes. Et vraiment, sur le coup, tout le monde a pensé que c'était des pétards. Il y a eu un mouvement de panique. Le concert tournait, ça venait de l'arrière. Et on a vu, moi en tout cas, j'ai vu 2 hommes avec des mitraillettes qui tiraient dans la foule. Donc tout le monde s'est couché au sol, panique, cris. Une fusillade de 7 minutes. Le premier qui bouge, ou qui ne fait pas ce que je dis, on lui met une balle dans la tête. Est-ce que c'est clair? Vous voulez un exemple? C'est clair? Celui qui essaie de faire le justicier, je le tue. Aujourd'hui, l'ordre de la revanche n'est pas prévu. Vous en prendrez un votre gouvernement français. D'accord? Comme ils font, on leur fait. C'est exactement ça. Guillaume, c'est évidemment un document extrêmement difficile qui nous permet de comprendre l'horreur de ce qu'ont vécu les gens qui étaient au Bataclan et la détermination de ces terroristes. Eux, ils viennent pour tuer, puis pour mourir. Mais dans cet ordre. Ce n'est pas qu'une opération kamikaze, c'est une opération qui vise à faire un maximum de victimes avant de mourir. Et ils parlent avec calme et détermination. Il y a le désir de revanche. C'est on vient parce que vous êtes venus, vous seriez venus en Syrie, on a des griefs nommément contre le président François Hollande, et donc on tue. Il y a d'autres moments audio qui n'ont pas forcément été retenus dans le cas du documentaire, mais c'est 2h33 d'enregistrement qu'on a eu à notre disposition pour préparer ce documentaire, où il y a un dialogue même qui se noue avec certains otages, et on est assez frappé par le calme de ces terroristes qui savent qu'ils vont au-devant de leur mort, qui ont déjà donné la mort, mais qui pour autant ne crient pas, ne sont pas forcément très agressifs verbalement, j'entends, et qui sont très très déterminés. Philippe Chadris, vous dites à ce moment-là, les priorités, c'est combien de victimes, combien de terroristes dans la nature? Lorsqu'on est saisi, on va très vite comprendre qu'on a affaire à des attentats multisites, ça a été dit, évidemment, il y a le Stade de France, oui. Paris, les terrasses et le Bataclan, donc on sait que c'est déjà un attentat majeur. On nous parle des dizaines de morts, donc nous, la première chose à faire, c'est de s'organiser. C'est-à-dire que s'organiser, c'est récupérer de l'information, voir ce qui se passe exactement. Lorsqu'on est saisi, on ne saura pas exactement combien de scènes de crimes seront à traiter. Il y aura 8 scènes de crimes, mais vous l'avez dit, parfois on nous signale des gens blessés, alors c'est simplement un poste médical avancé. Donc lorsque l'on est saisi de ce dossier, on est en pleine... l'attentat est toujours en cours. Oui. Puisqu'il y a une prise d'otage, donc évidemment, qui ne sera réglée qu'après minuit, donc avec effectivement un service d'intervention qui doit encore essayer de libérer les otages dans des conditions difficiles. Donc il faut s'organiser, il faut dégager des priorités, et les premières questions qui se posent, c'est évidemment combien de personnes décédées, qui sont-elles, parce qu'il faut identifier les victimes. Nous allons mettre 4 jours à identifier l'intégralité des victimes. Et puis, y a-t-il des terroristes dans la nature? C'est évidemment la question cruciale qui se pose à ce moment-là. Il y en a un, notamment, c'est Abdelhamid Abaoud, vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous allez lancer cette traque pour le retrouver. Alors, on aura tous les détails dans le livre, mais rapidement, comment vous faites pour le localiser? Parce que ce sera évidemment le moment clé de cette enquête et de cette traque. Déjà, nous avons un dispositif qui a été conçu par la police judiciaire après les attentats de Londres et de Madrid, 2004-2005, qui s'appelle le dispositif attentat, qui nous permet justement de faire face à à des attaques multisites, à une attaque majeure, à des enquêtes de grande complexité. Nous l'avons mis en œuvre, par exemple, lors des attentats de janvier 2015. Oui. Et c'est une manière d'organiser le service, d'organiser l'enquête, mais ce sont des outils également qui sont mis en place. Et c'est la fameuse ligne d'urgence, le numéro 197, qui recevra en 15 jours, puisque le 197 a été activé pendant 15 jours, et bien qui recevra 17 897 appels. À titre de comparaison, lors des attentats de janvier, c'était 6 000 appels à peu près. Sur ces 17 000, c'est presque 18 000 appels. Il faut imaginer des salles à la fois à Nanterre et à Paris qui fonctionnent H24 avec des opérateurs qui vont recueillir des témoignages avec un site internet qui fonctionne également parallèlement. Et puis nous allons avoir un certain nombre d'informations, 3 seront essentielles, dont celle que vous évoquez, puisque nous allons recevoir le lundi, donc à 14h56 exactement, un appel qui va lancer un petit peu,
relancer l'enquête, même si nous avions déjà identifié Salah Abdeslam, donc nous savions que nous avions des terroristes dans la nature. Salah Abdeslam est dans la nature à ce moment-là, on l'apprend assez vite. Et puis le décompte n'est pas bon. La revendication d'éclat le lendemain évoque 8 terroristes. On n'a que 7 terroristes qui ont été neutralisés. Et on voit très vite, avec le recueil des témoignages, avec l'exploitation des vidéos, eh bien nous allons très vite voir qu'il en manque 2. Hein. Abaoud, vous avez on sait qu'Abaoud est responsable de la cellule qui a été neutralisée par nos amis belges à Verviers. On sait qu'Abaoud, c'est lui qui va lancer Ayoub El Kazani dans le Thalys au mois d'août, le 21 août 2015, où nous sommes passés à 2 doigts d'une tuerie de masse, grâce à l'intervention de Français et de militaires américains. Donc effectivement, on a cet appel qui va permettre de localiser Abaoud, de lancer... Qui va faire basculer l'enquête. Qui fait basculer l'enquête. Je voudrais qu'on conclue avec une phrase, page 56, vous dites « Quand un événement de cette magnitude se produit, on est dans un état mental où toute émotion doit être bannie. » Comment on fait ça ? Eh bien, lorsque l'on a affaire à un attentat, et qui plus est un attentat majeur, évidemment on pense aux victimes et aux familles de victimes. On va dénombrer très vite 130 morts, ce qui est colossal, des centaines et des centaines de blessés. Donc bien évidemment, comme les services de secours, vous y pensez. Mais vous avez un job à faire. Et quand vous êtes dans un service antiterroriste, il faut mener l'enquête, il faut prendre les décisions et faire en sorte eh bien de neutraliser la menace avec notamment, en l'occurrence, c'est ce que je raconte. Hein, moi j'ai choisi de raconter 5 jours, 5 nuits, qui est finalement la période, probablement le moment le plus intense de cette enquête, mais qui encore une fois va durer 4 ans. Et la lutte antiterroriste, elle ne s'arrête pas. Il faut garder une vigilance de tous les instants. Puis j'ai voulu aussi rendre hommage, évidemment. On a un devoir de mémoire vis-à-vis des victimes, mais j'ai aussi voulu rendre hommage à tous les gens des services antiterroristes, de tous les services, quel que soit leur grade, et notamment ceux qui étaient avec moi à la sous-direction antiterroriste. C'est une manière de leur exprimer toute ma gratitude pour ce qui a été fait durant cette période qui était extrêmement compliquée. C'est passionnant parce que c'est à la fois le récit humain et professionnel de tous ces gens qui assurent notre sécurité. Un grand merci d'être venu sur plateau. Je renvoie vers votre livre 5 jours, 5 nuits de rendez-vous pour vous. D'abord, le documentaire qu'on a évoqué, absolument passionnant. C'est ce soir sur LCI à 21h, le documentaire de Guillaume Fabre, de Camilla Campuzano. Et puis Guillaume, un petit mot aussi de votre actualité et de ce podcast qui est lié au 13 novembre, puisque c'est Christophe Molmy, votre premier numéro, Intérieur Crime. Christophe Molmy, avec qui vous revenez évidemment notamment sur le 13 novembre. Oui, effectivement, on reste dans le thème. Deux chiffres, 8,5, 1,35, 8,5 mètres de long, 1,35 mètres de large. C'est les dimensions du couloir dans lequel la BRI a dû mener l'assaut le soir du 13 novembre 2015. On le raconte ce soir dans le documentaire et en longueur avec Christophe Molmy dans le podcast. Le premier podcast, ce ne sera pas le dernier. Merci beaucoup Guillaume, un grand merci.